Merci Karine, tu les as déjà présentés. Donc voilà, 30 minutes de questions. Donc quand la présentation commence, n'oubliez pas de désactiver vos micros, éventuellement vos caméras, ça c'est pas indispensable. D'utiliser le chat pour poser toutes les questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent, sachant qu'on les traitera dans un deuxième temps. Et dans ce deuxième temps, donc on lève la main pour prendre la parole. Voilà, vous activez votre micro, éventuellement votre caméra si vous êtes d'accord. Et donc, si personne n'y voit d'objection, nous aimerions enregistrer ces webinaires, non pas pour qu'ils soient diffusés en externe, hein, pas du tout. C'est vraiment dans un objectif de rediffusion en interne, sachant qu'on ne rediffusera que les interventions de Raymond Rowe et Stéphane Jézéquel et non pas les échanges qui resteront entre nous. On pourra en garder une trace écrite, mais pas sous forme vidéo. Donc voilà, si personne n'y voit d'objection, je vais démarrer l'enregistrement et je laisse la parole tout de suite à notre premier intervenant. C'est super. Hop, donc j'arrête le partage et je laisse Monsieur Rowe prendre la main sur la présentation. J'ai l'impression qu'on a perdu notre intervenant. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je ne vois plus Raymond Rowe dans la liste des participants. J'ai l'impression qu'il est sorti de la réunion. Moi aussi, je le vois pas dans les participants. Bon, sinon, on peut inverser, sinon, en attendant que Monsieur Rowe revienne. On peut proposer à Stéphane Jézéquel de commencer. Ça peut être pratique. Je vois que vous avez allumé votre caméra. Si vous voulez, avec plaisir, pas de On peut souci. peut-être faire comme ça? Allez, entendu. Super, Donc merci beaucoup. donc bonjour à tous et toutes. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Ça peut fonctionner. Dites-moi si c'est pas le cas, si vous voyez pas mon On voit votre écran. présentation. Parfait. Donc, alors le titre est un peu ambitieux, hein, proposer des solutions agroécologiques avec les acteurs des territoires pour des systèmes de production multiperformants. Mais ça résume vraiment l'objectif qu'on a à Arvalis, et pourquoi on souhaite territorialiser nos travaux. Alors je vais essayer de vous faire vivre ce que ça veut dire, tout ça, en prenant, des exemples et en vous montrant, comment on commence à faire ce travail de territorialisation. Sachant que, d'abord je vous remercie de me donner l'occasion de le partager avec vous parce qu'il ne sera efficace que si on le fait en partenariat, hein, et c'est pas Arvalis tout seul qui pourra, gérer ces combinaisons de leviers techniques et de cultures différentes dans les territoires. C'est avec tout l'écosystème, R&D qu'on pourra, faire ensemble cette territorialisation. Alors donc, pourquoi d'abord? Je vais passer vite parce que vous le savez, c'est pour répondre aux nouveaux enjeux de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on souhaite une agriculture, alors pour Arvalis, hein, nous bien sûr, on s'occupe prioritairement des cultures de céréales, des fourrages, du maïs, du sorgho, des pommes de terre et du lin fibre. Donc ce sont nos cultures, par filière, mais bien sûr, vu la surface que ça occupe et le fait qu'elles soient en rotation avec d'autres cultures chez les agriculteurs, ça oblige finalement à avoir cette vision système et finalement, si je prends l'exemple du blé, un blé, désormais réussi, agroécologique et qui remplit toutes les fonctions qu'on attend, c'est pas la culture du blé toute seule qui remplit ça, c'est la culture du blé dans son système de production, puisqu'on sait bien que, notamment pour les aspects agroécologiques, le sol et l'évolution du sol, la matière organique, c'est très important et ça, c'est vraiment porté par le système, c'est pas porté par une culture ou une autre.
ou même par une addition simplement de culture. Donc, une agriculture qui remplit bien sûr sa fonction nourricière, c'est sa première fonction et c'est la base, mais bien sûr qui va au-delà et qui remplit aussi des fonctions sociétales, environnementales, et la première étant de pouvoir produire en s'adaptant au changement climatique et en atténuant aussi les effets du changement climatique, puisqu'en agriculture, et notamment en grande culture, on le sait, on a la chance de pouvoir contribuer positivement aux enjeux carbone, c'est-à-dire de ne pas être simplement des émetteurs, mais aussi des stockeurs, de séquestrer du carbone dans les sols, et on attend beaucoup de cette fonction pour les grandes cultures en France. Donc, donc designer des systèmes de production qui répondent à tout ça, bien sûr, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, à Arvalis, d'abord, on a voulu mettre les combinaisons de leviers au centre des réponses techniques qu'on peut imaginer. Alors ça, je sais que ça parle beaucoup à l'agriculture biologique, parce que par construction en agriculture biologique, on travaille avec des combinaisons de techniques qui ont chacune des effets partiels. Et donc, c'est quand on combine bien toutes ces techniques qu'on arrive à un résultat satisfaisant. Ce qui est vrai en bio le devient de plus en plus en agriculture dite conventionnelle ou dans les autres systèmes, en agriculture de conservation des sols, en système de cahier des charges divers et variés. Voilà. Donc, c'est par la combinaison de leviers qu'on peut arriver à un bon résultat. C'est pas en comptant sur des leviers universels qui régleraient les problèmes chacun. Donc, c'est le cœur du réacteur, hein, cette partie orange là. Combiner des leviers agroécologiques, techniques, pour arriver à un système qui soit multiperformant. Pour ça, il faut partir d'une très bonne connaissance du terrain. Parce qu'en fait, bien sûr, ces combinaisons, on ne peut pas les édicter nationalement et elles ne vont pas fonctionner de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg, si on prend la France métropolitaine, de la même manière, parce qu'il va falloir les ajuster et les mettre au point en tenant compte des différents territoires, des pédoclimats, des rotations, même des structures d'exploitation, des matériels de l'agriculteur, et puis des filières qui sont les siennes pour la commercialisation. Donc, pour arriver à le faire, il faut bien connaître son territoire. Donc, c'est le pavé du haut, là, bien connaître ce que j'appelle le contexte de production, c'est-à-dire définir des zones territoriales peut-être assez larges qui partagent les mêmes enjeux en France, et puis peut-être aller plus finement dans ce qu'on appelle dans notre jargon la segmentation des territoires, pour avoir vraiment des pédoclimats et des systèmes de production assez homogènes, avec éventuellement des fermes-types dans ces segments qui permettent de simuler des combinaisons de leviers, de tester des prospectives d'avenir si la réglementation change, si la PAC, ou même l'accès aux moyens de production. Est-ce qu'on aura toujours de l'azote organique à disposition en bio, hein, c'est quand même une grosse question. Est-ce que voilà, en anti-fongique, on pourra utiliser du cuivre, ou est-ce que voilà, on l'aura plus? Enfin voilà, toutes ces questions-là, il faut pouvoir les simuler avant d'essayer de proposer des solutions aux agriculteurs. Donc d'avoir une vision fine du territoire avec des segments bien définis et des fermes types pour faire des simulations, ça nous semble une bonne manière de travailler. Combiner les leviers, je vais y revenir, et ensuite, bien sûr, le produit de sortie, le livrable, c'est de préconiser, de communiquer, de former, d'accompagner les agriculteurs et tous les techniciens pour diffuser et mettre en œuvre sur le terrain des combinaisons de leviers qu'on aura mises au point et qui nous semblent judicieuses. Donc je reviens peut-être plus en détail à ce cœur du travail, là, la partie orange. Alors, on a listé à Arvalis, dans notre programme de travail pluriannuel, des grandes actions, des grands types d'actions qui permettent de faire chaque paquet, là. Donc, pour la connaissance des territoires, c'est objectiver les systèmes de production et définir les grands enjeux des différentes zones françaises de production.
On a décrit 9 zones territoriales en découpant la France en grandes parties comme ça, qui ont des enjeux communs. Le dernier paquet dont je vous parlais à l'instant, la communication, c'est définir, essayer de travailler non pas que pour le présent, mais pour l'avenir. Parce que quitte à imaginer des combinaisons de leviers techniques, c'est beaucoup de travail, vous le savez tous, et il ne faut pas le faire juste pour la situation présente. Il faut bien sûr le faire en se projetant à 5 ans, à 10 ans, pour proposer des choses assez durables aux agriculteurs, sous l'effet essentiellement du changement climatique, mais pas que ça. Donc définir des scénarios de contexte, tendanciels et prospectifs, en disant la tendance elle est là, mais peut-être qu'elle n'est pas si souhaitable que ça et qu'on peut agir, être proactif pour essayer d'infléchir des trajectoires pour qu'elles soient plus favorables. Évaluer la performance des systèmes actuels dans des scénarios du futur et voir quelles sont leurs fragilités, sur quoi il faut travailler. Et puis proposer donc des trajectoires d'adaptation pour qu'on reste multiperformant. Et je vais vous le décrire après, ce que je pense que ça veut dire, la multiperformance. On reste multiperformant dans le futur, malgré les aléas qui vont augmenter. Et donc, pour terminer sur la partie centrale, comment on compte combiner les leviers? Donc, on va vous proposer, je dis vous parce que ça se fait en partenariat, encore une fois, hein, c'est pas que Arvalis tout seul, c'est répertorier les leviers techniques activables dans un système de production donné, le bio par exemple, proposer une méthode de combinaison qui arrive à intégrer une échelle territoriale et qui soit aussi, je dirais, performante statistiquement, parce que le problème là, on a un gros défi statistique qui est de gérer les interactions. Quand on prend les morceaux techniques un par un, les variétés, la nutrition, la protection, on met des essais en place avec des modalités, on compare les modalités, voilà, et puis on a vite une puissance statistique telle que on peut dire oui, ça c'est mieux que ça, et puis conclure. Quand on veut combiner ces différents leviers entre eux, parce que ce qui est intéressant, c'est de trouver les bonnes synergies, là, on s'attaque aux interactions. Et donc là, statistiquement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à faire des dispositifs d'essai qui arrivent à séparer tous les facteurs. Et dès qu'on mélange 2 facteurs, voire 3 facteurs, on n'a pas les dispositifs terrain statistiques puissants pour gérer toutes les interactions. Donc ça demande des nouvelles manières de faire de la statistique. Donc nous, on essaye là ce qui s'appelle les DAG, hein, les Directed Acyclic Graph, donc des diagrammes qui permettent de représenter l'expertise qu'on a sur un sujet, y compris les interactions. Et ensuite, quand on a fait ce diagramme statistique avec des relations entre variables, on peut simuler des combinaisons sans les avoir sur le terrain et ensuite simplement les vérifier sur des essais terrain et non pas créer toutes les données avec des essais terrain. Bon, j'y reviendrai s'il y a des questions. Mais voilà, donc c'est comment combiner ces leviers, voilà, identifier les nouvelles combinaisons de leviers performantes, et ensuite, une fois qu'on aura mis ça au point, accompagner des projets de territoire avec des agriculteurs, des structures agricoles, qui peuvent aider à la mise en place de ces leviers sur le terrain, dans les fermes. Voilà, donc ça c'est le schéma général. Pardon si j'ai été un petit peu long. Maintenant, je vais essayer de vous l'illustrer rapidement. Alors d'abord sur l'aspect multiperformance, qui est quelque chose d'important, hein, c'est le point d'arrivée. On veut avoir des systèmes multiperformants. Qu'est-ce que ça veut dire multiperformant? Multiperformant, alors vous avez un exemple, là ça n'est qu'un exemple, de différents critères, et la multiperformance, c'est de considérer tous ces critères en même temps, pas l'un ou l'autre pris séparément. Donc bien sûr, alors là je vous ai pris un exemple, hein, le bilan énergétique d'une culture, ou d'un système de culture, la consommation de carburant, d'azote minéral, alors là c'est pour le conventionnel, l'IFT, l'utilisation des phytos, parce qu'en conventionnel, bien sûr, on veut baisser de plus en plus l'utilisation des produits phytos, donc on regarde ce critère-là.
La marge nette avec AidPack, qui bien sûr est déterminante pour l'agriculteur parce que s'il ne gagne pas sa vie, tout s'arrête. Le potentiel nourricier, je vous disais, une agriculture qui produise et qui donne de l'alimentation saine et en quantité. Bilan gaz à effet de serre, ressources pollinisateurs, voilà. Donc un exemple, un portrait de multiperformance. Donc si on a une ferme type, je vous disais, par petit territoire, on a la moyenne de cette ferme type en bleu, par exemple, donc 100% parce qu'elle est sur la moyenne sur tous les critères. Et puis on peut se dire, je voudrais arriver à un portrait orange, par exemple, en baissant les gaz à effet de serre, les émissions, en gardant le potentiel nourricier, en augmentant la ressource pour les pollinisateurs, enfin, vous voyez l'idée, hein. Et donc la question, c'est comment je combine des leviers techniques pour arriver à ce nouveau portrait souhaité dans le territoire. Et là, je pense que Raymond renchérira là-dessus, parce que définir le portrait souhaité dans le territoire, bien sûr, ce n'est pas à un acteur tout seul de décréter quel est le portrait souhaité. C'est une action collective avec des partenaires qu'on fait interagir entre eux pour se mettre d'accord sur un portrait de multiperformance souhaité pour le territoire. Avec bien sûr les agriculteurs, les organismes économiques, les collectivités, le citoyen, voilà, pour que tout le monde ait son mot à dire et qu'on soit d'accord sur le point d'arrivée. Une fois qu'on est d'accord, donc ça c'est un sacré travail hein, déjà, d'organiser ça, et Raymond certainement nous donnera des clés pour mettre tous les acteurs ensemble et les mettre d'accord sur un portrait de multiperformance. Et ensuite, donc, alors, on peut le caractériser avec le logiciel Sister, qui est plutôt adapté grande culture, où côté élevage, on a l'évaluation multicritère avec CAP2ER ou Simulbox, plutôt utilisé par Lidl. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un outil toute culture, y compris élevage, entre nous tous, sur lequel on puisse tous travailler à la multiperformance. Donc Sister peut fournir à la base de ça, hein, évidemment. Et ensuite, alors là, désolé pour le schéma qui est un peu abstrait, hein, mais l'idée, c'est de relier l'activité de R&D et de combinaison de leviers. Donc là, je vous ai mis des DAG en filigrane, hein, des schémas d'expertise pour chaque pan de l'itinéraire technique, implanter les cultures, nourrir les cultures, protéger les cultures. Et donc, une fois qu'on a connecté tout ça, on arrive à un rendement pour la culture et un itinéraire technique. Et ça, justement, si on l'insère dans nos outils d'évaluation de la multiperformance, Sister, etc., on a le portrait de multiperformance et on peut faire une boucle de travail, d'interaction, en disant est-ce qu'avec cette combinaison, j'ai amélioré la multiperformance? Non. Bon, c'est pas la peine que j'aille mettre des essais et que je creuse la question. Oui. J'essaye de vérifier que ça peut se faire sur le terrain. Ou si j'ai pas assez amélioré, je refais une boucle, je repropose, je teste d'autres combinaisons pour arriver à chaque fois, par itération, à améliorer mon portrait de multiperformance. Et puis après, je le fais avec le climat actuel, puis après, je mets une station météo du futur avec les données du DRIAS et du GIEC, et je regarde si je garde une bonne multiperformance ou s'il faut que je change. Voilà. Tout un schéma de travail avec des vraies méthodes reliées aux statistiques, reliées à nos outils d'évaluation multicritères, pour avoir cette boucle vertueuse de travail en disant qu'est-ce qu'on est capable de proposer comme combinaison de leviers techniques qui vont améliorer la multiperformance. Voilà, donc c'est essentiel de ce que je voulais vous dire. Et vous dire juste qu'il y a déjà des projets qui démarrent en collaboration, hein, en partenariat. Donc il y a bien sûr l'autre projet, je dirais, interinstitut, hein, qui s'appelle Multiperf, pour travailler justement sur tous ces outils en collaboration ensemble pour faire ce travail. Et puis des projets soit territoriaux sur la carte de France. Là. Donc vous voyez, ça c'est les grandes zones dont je vous parlais, hein, qu'on a faites pour Arvalis, concernant les céréales et les grandes cultures, qui partagent un peu les mêmes enjeux, pédoclimat, filière, etc. Donc vous voyez déjà des projets territoriaux qui démarrent ou qui vont démarrer,
et des projets de combinaison de leviers ou d'outils et méthodes qui sont déjà en cours. Quelquefois, c'est des projets européens de recherche, quelquefois, c'est des projets plutôt CASDAR, ANR, projets nationaux français. Mais on a déjà, je dirais, des projets où ce schéma de travail que je viens de vous présenter va être très utile pour avancer. Voilà, et ça, c'est d'autres projets encore qui s'intéressent à certaines combinaisons de leviers. Voilà. Peuvent être les couverts végétaux, la diversification, la nutrition, enfin j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc je dirais de notre côté, c'est déjà parti et on avance en marchant, bien sûr, via des projets notamment, en partenariat, et c'est très important de commencer à en parler entre nous. On ne veut pas rester seul, Arvalis, dans cette démarche, et de nous challenger, enfin de trouver tous ensemble la meilleure manière de travailler là-dessus. Voilà ce que je voulais vous proposer. Donc ça, c'était la petite légende des pictogrammes. Et donc je termine en disant, pour que ça soit possible, vous verrez que c'est quand même super ambitieux, hein. Je ne nie pas l'ambition, ça s'étalera sur plusieurs années, on n'est qu'au début de cette histoire, mais on veut y aller à Arvalis, et on veut donc, c'est obligatoire de le faire en partenariat et en transversalité, d'où l'intérêt d'avoir des projets comme le nôtre aujourd'hui. Et je dirais, pour en revenir au bio, alors vous voyez que ça c'est adapté à tout type de système de culture, hein, mais qu'en bio, on est déjà habitué un peu à travailler comme ça, parce qu'on est habitué déjà à travailler système, et c'est très important pour que ce schéma de travail réussisse, plutôt que chacun optimisant sa culture, les céréales, les oléagineux, les protéagineux, les couverts. Et après, quand l'agriculteur arrive à la fin, il nous dit: mais comment je combine tout ça? Je ne sais pas trouver les bonnes combinaisons. Voilà, ce que je voulais vous montrer, et bien sûr à votre disposition pour toute question et discussion. Très bien, merci beaucoup. Du coup, on peut laisser la place aux questions à présent. Je vois que Nicolas Constant avait une question. Du coup, Nicolas, je te propose de prendre la parole et de poser directement ta question. Merci. Bonjour, alors merci Monsieur Gézesquel pour la présentation qui était très intéressante. Moi, je suis Nicolas Constant, le référent viticulture bio de l'IFV, l'Institut de la Vigne. Je travaille absolument pas sur ce genre de sujet, mais ça m'intéresse beaucoup. J'avais donc une question, vous avez évoqué à un moment le fait qu'il fallait évaluer la performance des systèmes actuels dans les scénarios futurs. La question que je me posais, c'était quand vous parlez de systèmes actuels, comment vous les caractérisez? Est-ce que c'est uniquement par l'utilisation d'outils multiperformance ou il y a d'autres méthodes d'évaluation de Alors, distinction des systèmes? ouais, tout à fait. Donc on les évalue sur la base de fermotypes, hein. C'était pour ça que je parlais de fermotypes qui représentent un certain territoire, mais encore faut-il travailler sur justement le degré de représentativité de fermotypes. Ça peut être des fermotypes plus des réseaux d'agriculteurs satellites, un peu comme ce qui est fait dans les plateformes CIPRE, où on dit il y a la plateforme CIPRE, mais bon, c'est qu'un essai à un endroit. On essaye de constituer un réseau d'agriculteurs autour. Et à ce moment-là, avec l'outil d'évaluation de la multiperformance, dont la base est Cister, hein, dont je vous parlais, on peut rentrer aussi des vraies fermes, hein, bien sûr, pas que des fermotypes, et donc voir pour des agriculteurs de cette région-là, est-ce qu'ils ressemblent à la fermetype ou est-ce que finalement il faut faire des variantes pour rendre compte de tout le territoire. Et ensuite, aujourd'hui, il y a 200 indicateurs qui peuvent être sortis de Cister, mais on n'est jamais, on n'est jamais content et il n'y en a jamais assez. Donc on est aussi en phase de se dire, on n'a pas l'ambition de tout calculer, tous les indicateurs qu'on voudra pour toutes les cultures dans tous les sens, y compris biodiversité, etc. Donc par contre, on veut travailler en étant très interopérable, c'est-à-dire que ce qu'on peut déjà calculer avec Cister, bien sûr, on s'en sert, tant mieux, super. On continue à implémenter avec des nouveaux indicateurs. Par contre, si
on a besoin pour évaluer la multiperformance de choses qu'on ne sait pas calculer dans le système, et ben on le rend interopérable avec d'autres outils. On va calculer, je ne sais pas moi, alors c'est le cas aujourd'hui pour le carbone, c'est-à-dire qu'on n'a pas intégré tous les aspects carbone avec AMG, etc. dans le système. Mais ça communique, c'est-à-dire qu'on dit, bah, à ce moment-là, on exporte la donnée de système vers le calculateur et hop, on importe le résultat pour avoir notre portrait de multiperformance. Donc c'est très souple et justement, selon les acteurs qu'on met autour de la table pour un projet de territoire, je ne sais pas moi, une agence de l'eau, elle va nous dire: «Ah mais moi, il me faut un indicateur, quantité d'eau consommée sur le bassin versant et risque sur la qualité de l'eau». Bon, bah, Cister peut déjà faire une partie du boulot, mais s'il faut en rajouter, on en rajoute et on le plug et on avance comme ça. Voilà le principe. OK, merci. Comme on a dit qu'on pouvait poser toutes les questions, même les plus naïves, je me permets. Pour caractériser les fermes types, il y a une méthode ou c'est par enquête, c'est-à-dire d'experts? Comment ça? Moi, j'en suis à ce niveau-là, on va dire, de Alors, ce sujet. quand vous dites caractériser, pour rentrer les données, c'est ça votre question? Pour vous, quels sont les critères sur quels critères vous définissez les fermes types? Et comment vous Oui, identifiez les fermes types sur un territoire? alors ouais, donc il y a 2 questions. Il y a, qu'est-ce qu'il faut dans la ferme type? Parce que pour Oui. faire tourner Cister et Mmh. peut-être votre question, c'est un peu différent, c'est comment on sait qu'on a une ferme type, et Mmh. qu'elle représente le territoire? Alors ce qu'il faut pour faire tourner Cister, c'est assez simple, c'est un parc matériel, des parcelles, avec leur surface, tout ça, et les itinéraires techniques de l'agriculteur sur chacune des parcelles. Ça, c'est pour les cultures. Alors, ça prend aussi les cultures pérennes, hein, on peut très bien mettre de la vigne, de l'arbre, etc., du moment qu'on a l'itinéraire technique. Et pour l'élevage, là, c'est différent, c'est là que je dis, on mixe avec la vision de nos collègues de l'élevage, bien sûr plutôt sur les animaux, etc., pour avoir plutôt la vision parcelle, champ, et puis eux, la vision animaux, et avoir une évaluation multicritère et de la multiperformance qui va prendre les 2 composantes. Voilà, donc ça, c'est de la première partie de la question. L'autre question, c'est comment on définit une ferme type pour un territoire? Ça reste à discuter. On n'a pas la méthode clé en main. Simplement, on se rapproche en général d'une vision de typologie qui peut être déjà existante, par exemple avec le réseau Innocis, Chambre d'agriculture, DRAF, certains instituts qui ont déjà des fermes types, enfin on les appelle pas peut-être fermes types, mais des fermes de référence. Voilà. En élevage, c'est le cas aussi. Nos collègues de l'élevage ont un super réseau de fermes de référence, mieux qu'en grande culture d'ailleurs. Donc ça, bien sûr, c'est ce que moi j'appelle des fermes types, hein. Voilà. Et après, bien sûr, il faut vérifier la représentativité, donc relier ça avec les statistiques du CES, d'Agreste, les enquêtes pratiques culturales pour vérifier que les fermes types qu'on a en banque ne sont pas un peu biaisées par rapport à ce qui se fait. Nous, à Arvalis, pour être honnête, aujourd'hui, on sait qu'on est un peu biaisé, c'est-à-dire qu'on a des fermes types en banque qui sont plutôt des fermes performantes. C'est pas la moyenne des territoires qu'on a aujourd'hui. C'est plutôt les déciles d'agriculteurs assez performants, mais ça s'explique historiquement parce que c'est eux qui nous posaient les questions techniques, etc. Bon, bref. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on va arriver finalement à mettre au point ou à caler nos fermes types pour qu'elles soient vraiment des fermes de référence. OK, parfait, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai quelques-unes, mais je voudrais laisser la parole aux participants avant. Non, pas de questions?
Alors moi, j'ai 3 questions. Alors c'est pareil, je suis, ah si, super, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Ah non, c'est la mienne, pardon. Donc moi, je suis assez, novice aussi comme Nicolas. Donc c'est pareil, je risque d'avoir des questions assez naïves. Ma première question, donc vous avez dit au début qu'il y avait 9 territoires qui avaient été caractérisés. Donc cette fameuse segmentation, donc la métropole a été, segmentée en 9 territoires. Ma question, c'est, comment cette segmentation a été faite? Sur quelle base? Ma deuxième question, donc vous avez parlé de ces fameux DAG, diagrammes. J'ai pas enfin, voilà, j'ai pas bien compris exactement ce que c'était. J'ai compris que c'était des diagrammes qui représentaient un peu l'expertise, mais je suis pas sûre d'avoir compris. C'était pour savoir si vous pouviez revenir dessus. Et ma troisième question, c'était, que donc je comprends que donc l'objectif, c'est de travailler sur les leviers techniques qu'on peut mobiliser à l'échelle des territoires, selon, des objectifs qui sont propres au territoire et définis de manière, multilatérale par différents acteurs et pas que les instituts ou les agriculteurs, mais également des collectivités territoriales. Mais après je me posais la question dans la manière dont ces leviers vont être, mobiliser si, comment ces autres acteurs continuent d'être associés? Je vous pose cette question parce que moi, je suis impliquée dans un projet Interlude dans lequel on travaille à l'échelle du territoire et justement où on travaille pas que sur les leviers techniques, mais aussi organisationnels parce que parfois, c'est nécessaire aussi de travailler sur d'autres types de leviers, pour que l'adoption des pratiques soit rendue possible parce que parfois les verrous sont ailleurs qu'au niveau de la technique et voilà, du coup, je me posais la question de comment vous continuez à intégrer tous ces acteurs, tout le long de cette, de ces innovations et de leur diffusion. Ok, très bien. Bah, merci pour ces 3 questions, très pertinentes toutes les 3. Et la troisième fera la parfaite transition avec l'intervention de Raymond Rau, donc c'est parfait. Donc pour commencer sur l'aspect des 9 régions, là, pour l'instant, ça n'est qu'un découpage très grossier, hein. Il faut aller plus fin que ça, combiner les leviers. Tant qu'on ne combine pas les leviers, ça, c'est des grands territoires qui partagent des grands enjeux pédoclimatiques, de filières communs. Et donc, c'était juste pour nous, pour vérifier que nos projets territoriaux, qu'on en avait un peu dans chacun ou pas, justement. Est-ce qu'il y a des territoires dont on ne s'occupe pas assez et il faut qu'on mette un peu un programme de R&D, voilà, je ne sais pas moi, pour la zone intermédiaire, là, l'espèce de croissant avec des terres plus superficielles qui ont du mal à faire des rotations, choses comme ça. Voilà. C'était pour voir est-ce que notre dispositif R&D colle à ces territoires qui ont chacun des grands enjeux différents. Pour combiner les leviers, on ira plus fin que ça. On ira sur des, je ne sais pas encore, hein, mais des cantons ou des agrégats de cantons, des choses un peu vraiment plus homogènes, parce que pour l'instant, ces grands territoires restent très hétérogènes d'un bout à l'autre. Donc, ce n'est pas la bonne échelle pour travailler les leviers, il faut descendre plus fin que ça. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect territoire, justement, dans la territorialisation. Donc, la conclusion de ça, c'est que on a du mal à dire la territorialisation, c'est une échelle et qu'une seule. Il faudra travailler à différentes échelles. Et d'ailleurs, on le voit bien, les outils que je vous ai présentés, ils sont efficaces à l'échelle exploitation agricole ou parcelle. Et un territoire, c'est plus que ça. Donc on a des problèmes, enfin des questions de changement d'échelle. Justement, le programme Interinstitut Multiperf, il s'attaque à ça. Donc il faut se préparer à travailler à différentes échelles. Et bien sûr, pas oublier l'échelle exploitation, qui est l'échelle sur laquelle aujourd'hui on a les méthodes et le savoir pour travailler, et qui est l'échelle de travail de l'agriculteur. Donc quand même, c'est la principale dans un premier temps, mais elle ne suffit pas à gérer l'échelle territoriale. Donc ça, c'était votre première question. La deuxième sur les DAG, en fait, le principe, c'est dire quand je prends une décision technique pour l'agriculteur, par exemple, la maîtrise des adventices, mais ça peut être la nutrition, ça peut être voilà, tous les aspects techniques. Quand j'ai une décision à prendre, quels sont les facteurs que je dois prendre en compte et quelles sont les relations entre ces facteurs pour gérer les interactions. Donc, je vous prends un exemple pour la maîtrise des adventices. En fait,
il faut que je regarde certainement quel est l'état de risque adventice avant de semer. Est-ce que j'ai une parcelle propre, en gros, ou est-ce que voilà, il me reste beaucoup de graines de mauvaises herbes prêtes à germer parce que mon historique fait que, donc que j'ai une info là-dessus. Et puis ensuite, quelle espèce je sème, quelle variété, même si on est en céréales, est-ce qu'elle va être couvrante et concurrentielle ou pas, quelle est ma date de semis, comment je travaille le sol pour semer, etc. Et donc, on relie chaque variable l'une à l'autre, qu'est-ce qui joue sur quoi, avec des flèches, et essaye de prendre en compte tout ce qui peut se passer. Et en fait, les flèches, donc finalement, la relation entre une variable et sa variable fille, suivante dans la hiérarchie, en fait, c'est une distribution statistique. C'est une loi statistique qu'on demande aux experts d'expliciter. Et comme ça devient un simulateur, le truc là, le DAG. C'est-à-dire qu'on peut dire, j'ai mes variables d'entrée, qui sont le climat, le type de sol, quelle variété de blé j'ai semé, à quelle date, ça c'est des variables d'état ou des variables d'entrée. Et ensuite, si on a bien modélisé tout ce qui se passe, qu'est-ce qui joue sur la concurrence des mauvaises herbes, selon les conditions, je vais pouvoir simuler différents leviers qui seront à actionner par l'agriculteur, le désherbage mécanique, les couverts en plus des cultures, changer de variété, enfin voilà, et je vais pouvoir simuler ce que ça donne sur mon résultat final. Et donc, la combinaison de ce qu'il a fait plus le résultat que ça donne, ça, on peut l'injecter dans l'outil d'évaluation de la multiperformance pour vérifier qu'on travaille bien pour améliorer la multiperformance et qu'on ne travaille pas juste pour se faire plaisir et dire c'est efficace sur la maîtrise des mauvaises herbes. Voilà. Super, merci beaucoup. Et donc la troisième question, c'est là que je vais passer le bébé certainement à Raymond, parce que oui, le rôle des acteurs, alors je vous ai pointé qu'on soit tous d'accord sur la définition de la multiperformance. Pour moi, ça c'est indispensable. Et ensuite, bien sûr qu'il n'y a pas que des freins techniques au design d'un système multiperformant. Et là, moi je dirais chacun dans son rôle. Nous, à Arvalis, on souhaite rester dans notre rôle technique parce que c'est ce qu'on sait faire, c'est notre cœur de métier. Et donc, on veut être finalement une pièce du puzzle, mais le projet de territoire, bien sûr, qui devra prendre en compte ces dimensions-là aussi, si on veut qu'il soit efficace. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes vos réponses, c'est bien plus clair pour moi maintenant. Du coup, je laisse la parole maintenant à Raymond Rault. Et puis voilà, on va fonctionner de la même manière. On prend 30 minutes de présentation et après, à nouveau, des phases de questions. Voilà, sachant que si vous avez besoin de revenir aussi à travers les questions sur la première présentation, il n'y a évidemment pas de problème. Et puis, on conclura ce premier webinaire. Donc, je vous laisse la parole, Raymond. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? On voit votre caméra, mais on ne voit pas votre écran. Enfin, si vous partagez un Aïe, diaporama, on ne le aïe, voit pas. aïe, 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 j'ai un souci. Est-ce que j'ai un mauvais... Moi, j'ai votre présentation si vous voulez. Je peux essayer de l'afficher et On puis va la faire comme faire ça, parce que défiler. tout à l'heure, j'ai bugué en faisant ça, donc ça va être moins facile, mais Ok. parce que je n'arrive pas à avoir l'affichage. Ok, alors je vais partager mon écran et puis vous me dites si vous voyez la présentation. Est-ce que vous voyez? Non, on l'a vu quelques secondes et après, on ne l'a plus vu. Ah, redenter. Et maintenant? C'est bon, moi je le vois. Est-ce que tout le Ok, monde le voit? Parfait. Bon, super. ça va être un peu compliqué, on va faire de l'interactif.
Bonjour à tous. Donc, je vous ai présenté, j'ai préparé spécifiquement ce montage, donc soyez indulgents, sachant que c'est la première fois que je l'utilise. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer comment on travaille et comment on avance sur les méthodes pour construire, faire vivre, réussir un projet de territoire. Et donc, c'est un projet que vous allez voir que j'ai préparé à partir de mon expérience. Moi, je suis INRAE, je suis rattaché à l'UMR Agronomie actuellement. Je coanime un RMT qui s'appelle aujourd'hui Champs et territoires ateliers et qui s'appelait Système de culture innovant dans une vie antérieure. Donc, RMT qui regroupe non seulement la recherche, mais aussi les chambres d'agriculture, par exemple, et les instituts techniques, au moins une partie d'entre vous. Et donc, c'est un travail qui a été préparé à travers, vous allez voir, de différents projets et notamment, j'en ai souligné, 2 qui sont des collaborations avec la Chambre d'agriculture de Lyon et une collaboration dans un projet géré par Terrinnovea qui s'appelle, Outillage. Donc vous verrez, je sortis entre autres des exemples qui sont sortis de ces projets. Vue suivante. Donc, c'est pour vous présenter le plan. Là, j'en suis encore au titre. Est-ce qu'on a un souci? Voilà. Donc, ce que je vous propose en plan, c'est de vous faire quelques petits rappels sur ce qu'on sait sur les processus d'innovation en territoire et en territoire atelier. Ensuite, je vous parlerai de quelle idée on est parti il y a plus d'une dizaine d'années, bientôt 20 ans, et comment on en a fait la preuve du concept avec cette équipe de Lyon, à Brinon. Ensuite, je vous parlerai de ce que c'est qu'outiller la gestion adaptative à logique de résultat, donc que des gros mots que je vais essayer de vous expliciter. Et ensuite, on finira par des éléments de méthode. Voilà. Si on décompose ces méthodes de gestion adaptative à logique des résultats par les 4 étapes qui figurent ici, je vous donnerai quelques éléments illustrés de la façon dont on propose de travailler pour réaliser ces étapes du processus. Et puis, on conclura si vous voulez bien. Vue suivante. Donc voilà, l'essentiel de ces travaux ont été faits en partenariat, vous allez vite le comprendre, et notamment en partenariat avec au sein des acteurs du RMT qui s'appelle aujourd'hui Champs et territoires ateliers, donc qui entre autres organise des journées là depuis 2 ans, avec un certain nombre de journées qui sont prévues en octobre prochain et en mars prochain. Et en 2 mots, qu'est-ce que c'est que ce RMT Champs Territoires? Eh bien, avec cette génération de RMT, on a voulu travailler aux questions de l'innovation et de la conception dans les territoires, en s'intéressant à des services comme la qualité de l'eau, la biodiversité, là où les santé, et également on essaie aussi de travailler sur les questions de réchauffement climatique. Et donc, notre projet, c'est de travailler à des méthodes pour co-concevoir et innover, pour accompagner les acteurs dans ces dynamiques territoriales, tout en se donnant les moyens de comprendre comment fonctionnent ces systèmes complexes et multi-acteurs. Voilà, vue suivante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un territoire et qu'est-ce qu'on appelle un territoire atelier? Alors, bien sûr, un territoire, c'est un espace, c'est la façon dont certains géographes, par exemple, le voient, qui est composé de champs cultivés, mais il n'y a pas que des champs dans un espace, contigu, par exemple. Il y a aussi d'autres parcelles cadastrales et donc il y a le paysage dans son ensemble. Donc ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension du territoire, c'est que les territoires, ils sont habités. Et donc, il y a des acteurs, et les acteurs locaux, ce sont bien sûr des agriculteurs compte tenu de l'activité qui est la nôtre, mais ce sont aussi d'autres acteurs qui participent à la vie de ces territoires. Et donc la question qu'on va essayer de traiter, c'est qu'est-ce que ça veut dire être engagé dans un processus de co-innovation quand il y a non seulement des acteurs très différents
des agriculteurs et des gens qui ont d'autres métiers ou d'autres activités. Et quand au sein d'un territoire continu, par exemple d'un espace continu, on a des agriculteurs très différents et notamment des agriculteurs beaucoup plus diversifiés que les agriculteurs qui sont actifs, par exemple, dans un groupe où on sait que la plupart du temps, les gens se regroupent par affinité. Donc, autrement dit, ce sont des gens qui se ressemblent. Donc, la difficulté de travailler en territoire, c'est qu'il y a des acteurs très variés et notamment des agriculteurs qui ne sont pas du tout dans les mêmes situations et qui ne regardent pas du tout dans les mêmes directions. Donc, c'est une des questions, comment faire? Et donc, pour travailler là-dessus, vous allez voir que on s'intéresse à un certain nombre de techniques qui étaient sur la vue précédente, mais on va passer. Et notamment, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Alors, en France, on a le pôle qui s'appelle IDEAS, qui travaille à ces questions de co-conception. Et il y a également des collègues du côté de Wageningen en Hollande qui travaillent ces questions qu'ils appellent, qui traitent sous la forme de co-innovation et qui avancent également très bien sur le sujet et avec lequel on a pas mal de collaborations. Donc on va rentrer un peu là-dedans. Vue suivante. Alors, donc la vue suivante, c'est pour continuer à aborder les acteurs, juste pour insister que le territoire, ce n'est pas qu'une échelle spatiale et ce n'est pas qu'un paysage. Donc ce sont aussi des acteurs. Quelque chose qui est très intéressant à faire et qui est très utile dans ces processus, c'est de s'intéresser à qui sont les acteurs et notamment de considérer on peut considérer les acteurs de deux points de vue, ceux qui sont intéressés par le service rendu et ceux qui sont influents, notamment par leurs pratiques, sur les services rendus. Et donc, un exercice qui est souvent intéressant à faire quand on travaille dans un territoire, c'est de faire un plan suivant deux axes. Un axe d'influence, donc des gens qui ont beaucoup de poids, beaucoup d'impact positif ou négatif sur le service rendu, et un axe sur l'intérêt, c'est-à-dire, dit autrement, c'est dans quelle mesure cet acteur est bénéficiaire du service rendu. Donc là, vous voyez, c'est un exercice qui a été fait dans le cadre d'un captage d'eau potable qui est en puisée, dans le département de Lyon également, où les acteurs qui étaient présents autour de la Toire ont essayé de se mettre d'accord pour dire où se situaient les principaux acteurs dans cette carte-là. Et par exemple, on a dit l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui était présente autour de la table, elle a beaucoup d'influence. Alors pourquoi? Probablement parce qu'elle a des sous, mais par contre, elle a un intérêt assez faible à ce que l'eau soit propre. Donc voilà, c'est ce qu'ont décidé les gens de ce groupe-là. Et puis inversement, après, on a dit les agriculteurs locaux, pour aller en bas, là où il y a le petit bonhomme avec la fourche, il a un intérêt un peu plus important que l'agence de l'eau, mais par contre, il n'est pas si influent que ça. Et après, vous voyez, on a placé les syndicats d'eau, etc. Donc ça, c'est souvent intéressant de placer les acteurs sur une carte, un plan de ce type-là, pour savoir comment travailler avec ces acteurs. Parce que vous comprenez bien que suivant, lorsqu'on va vouloir changer des pratiques, on va s'intéresser de près aux gens qui ont de l'impact, qui sont influents. Quand on va après chercher un certain nombre d'autres choses, on va plutôt aller voir les gens qui sont intéressés et bénéficiaires des services rendus. Et puis après, bien sûr, il y a des gens qui peuvent être un peu des deux. C'est ce qu'il y a sur cette carte. Voilà, donc ça, c'est souvent intéressant de faire cette analyse-là des acteurs, de la même façon qu'il peut être intéressant d'analyser les systèmes sociotechniques qui existent dans un territoire. Mais ça, je ne développerai pas plus. C'est quelque chose qui est sorti récemment, écrit par Marion Casagrande, qui est connue à l'ITAP notamment, qui maintenant travaille ailleurs. Mais je crois que dans une prochaine réunion, vous aborderez cette question des verrouillages sociotechniques et des systèmes sociotechniques. Vue suivante. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de la méthode. Donc,
En 2 mots, je reviendrai tout à l'heure sur, une idée originale qui est apparue en 2005, qui venait de collègues qui travaillaient sur l'évaluation, notamment Philippe Girardin, j'y reviendrai. Et à partir de là, il nous a semblé intéressant de travailler sur ces concepts de tableau de bord. Et donc, on l'a testé à différents endroits et je voudrais vous illustrer ce captage où on travaille depuis bientôt 15 ans, où on a réussi des choses intéressantes et où on a pu faire la preuve du concept. Donc, je vais vous montrer la preuve du concept qu'on a faite, puis après, je vous parlerai un peu plus des méthodes qu'il y a derrière et la façon dont on les adapte suivant les situations dans lesquelles on travaille. Donc, le principe de base de la démarche, c'est un captage qui s'appelle Brinon et Champleau, c'est une aire d'alimentation de captage, donc où on a des problèmes de qualité d'eau, notamment de nitrate en particulier. Et donc, on a commencé à travailler ça il y a plus d'une dizaine d'années dans ce secteur-là. Et on a essayé d'innover dans la façon de traiter des choses. Autrement dit, dans les captages actuellement, l'habitude, c'est souvent de dire quels sont les systèmes actuels, on en a parlé tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer. On a clairement voulu prendre le contre-pied de ça, compte tenu que globalement, ça ne marche pas vraiment, ce genre d'approche, dans les captages d'eau potable au moins. Et on a plutôt pris une position différente qui est de dire qu'est-ce que nous voulons comme qualité de l'eau. Donc, on est parti d'un objectif de résultat de qualité de l'eau. Et donc là, il y a eu tout un travail et on s'est interrogé en particulier aux gens qui gèrent l'eau, c'est-à-dire aux syndicats d'eau qui est en contact avec les consommateurs d'eau, mais également aux gens des collectivités locales et surtout des pouvoirs publics qui travaillent sur l'eau. Et ce sont eux, finalement, qui ont dit quelle était l'eau qu'il fallait obtenir à une certaine échéance. Et ensuite, on a fait un travail qui a consisté à traduire ça en disant, mais pour avoir une eau de qualité, qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser comme perte d'azote dans les champs? Donc là, on a commencé à parler de kilos d'azote, donc ça a commencé à parler aux agriculteurs qui étaient là. Ensuite, on s'est demandé la question de quelle quantité d'azote il fallait trouver dans les champs pour que ces pertes soient à ce niveau-là. Et ensuite, on a réfléchi à quelles sont les pratiques agricoles qui sont déterminantes pour cela. Et ensuite, on a établi quelles sont les pratiques qu'on veut privilégier pour y arriver. Et c'est là que les agriculteurs ont eu un rôle important à jouer parce que c'est eux qui ont fait ces choix-là de pratique. C'est-à-dire, au départ, ce sont les gens de l'eau qui ont dit l'eau qui était attendue et on est arrivé à des agriculteurs qui ont proposé des pratiques qui se sont avérées prometteuses sur le papier, comme on a parlé tout à l'heure. Et ces agriculteurs-là ont dit, nous, on va essayer de généraliser les couverts d'interculture. Comme ça, on va piéger les nitrates, on en aura peu dans nos sols et on fera de l'eau propre. Donc, voilà, donc voyez le point de départ. Donc, on n'est pas dans l'amélioration des pratiques, on est dans un programme d'action pour faire de l'eau de qualité à terme. Vue suivante. Et donc, pour ça, on a traduit ce qui avait été décidé dans le cadre de ce processus en disant, eh bien, donc pour avoir des nitrates, là, si je redescends du haut à droite vers la gauche, je prends le schéma à l'envers, si vous voulez, on a établi que eh bien, si on voulait moins de 37 mg par litre, c'est ça l'objectif qu'on s'est donné, eh bien, on a établi que peu de fuite d'azote, ça voulait dire qu'il fallait perdre moins de 30 kg d'azote par hectare. Pour cela, en moyenne de tout le territoire, bien sûr, pour cela, il fallait que dans le sol, il n'y ait pas plus de 60 kg d'azote et que pour avoir moins de 60 kg d'azote, on a estimé qu'il fallait que 80% des champs aient des pompes à nitrate, qui sont soit des repousses de colza et de pois, soit des couverts. Donc, je passe rapidement. Et donc, vous voyez, on a établi ce qu'on appelle un tableau de bord, projet, c'est-à-dire un certain nombre d'indicateurs avec des seuils à atteindre
avec l'objectif que ces seuils soient en disant qu'à terme, tout sera au vert, c'est-à-dire qu'on sera du bon côté de l'indicateur et qu'on ne sera ni à l'orange ni au rouge. Alors, vous voyez que ce ne sont pas que des indicateurs. D'abord, ils sont peu nombreux, il y en a 6, et ils sont reliés entre eux, c'est-à-dire qu'il y a une logique d'action entre eux. On verra comment on utilise ça. Donc, on a utilisé ce tableau de bord pour que tout le monde soit bien d'accord sur le projet et que ce projet-là soit partagé non seulement par les agriculteurs locaux, mais aussi par le syndicat d'eau et les autres acteurs qui participent au processus. Vue suivante. Voilà. Et puis l'objectif, c'est que assez rapidement, eh bien, les curseurs que vous venez voir soient au niveau du vert, qui sera ce qui sera un signe de réussite. Et en se disant que tant qu'on ne sera pas ouvert, eh bien, on changera à chaque fois que nécessaire le projet, le plan d'action pour que ça passe au vert et surtout, on ne restera pas sur un plan d'action qui donne des résultats qui sont au rouge ou à l'orange. Vue suivante. Alors là, une vue un peu plus complexe. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mis en place un travail d'observatoire pour regarder dans les champs qu'est-ce qui se passait et on a regardé notamment les indicateurs qui étaient dans le tableau de bord sur un échantillon de champs pour voir quels résultats obtenaient les différents champs et les différentes exploitations. Ça donne lieu à des rendez-vous avec des agriculteurs pour discuter de l'écart entre ce qui était prévu et ce qui a été fait et l'écart entre ce qui était attendu et ce qui a été obtenu. Et à partir de là, ça permet de faire des bilans tous les ans des résultats obtenus et de décider ce qu'on change l'année d'après pour arriver à réussir rapidement à avoir de bons résultats en matière de qualité d'eau. Donc je passe rapidement. Vue suivante. Et donc ça se traduit par quoi? Eh bien, ça se traduit d'une part par un travail avec le comité de pilotage, où il y a bien sûr le syndicat d'eau, mais également les représentants d'agriculteurs. C'est ce qu'il y a en haut à gauche. Donc, on présente le résultat de l'année au niveau du tableau de bord. Donc, vous voyez, là, il est résumé, on a mis des couleurs pour résumer. Ça, c'était la première année où à peu près rien n'était en place. Qu'est-ce que vous voyez? Que la qualité d'eau n'est pas en rendez-vous, c'est à l'orange, et que lorsqu'on regarde les pratiques en rouge, les pratiques à gauche, pardon, on voit que tout est au rouge. Donc, autrement dit, quand on finit une année comme ça, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que finalement, il n'y a rien en place? Là, c'était le démarrage, donc il n'y avait encore rien en place, c'était normal. Et tous les ans, ce travail-là a été fait. Donc, le travail du comité de pilotage, c'est de se tenir informé des résultats à l'échelle du territoire et ensuite de prendre les décisions pour faire en sorte que ça marche très vite à partir de l'année suivante, dans la mesure du possible. Mais ce n'est pas le seul travail. Il y a également un travail avec les agriculteurs locaux qui consiste à analyser plus dans le détail leurs résultats. Donc voilà, vous avez en bas un graphique, je n'ai pas le temps de rentrer en détail, qui explique un point représente une exploitation et qui resitue chaque exploitation sur un graphique où on met l'azote qui a été piégé et la quantité d'azote qu'on a trouvé dans les sols en moyenne, et qui permet de comparer les agriculteurs entre eux. Donc, en se rendant compte qu'il y a des agriculteurs qui sont dans la zone en verte, c'est-à-dire qui réussissent à avoir peu d'azote dans leur sol, ce qui était l'objectif, des agriculteurs qui sont plutôt dans le rouge, c'est-à-dire des gens qui n'y arrivent pas. Voilà, certains ayant réussi à piéger de l'azote, d'autres l'ayant moins réussi. Et donc, c'est à partir de l'analyse de ça qu'on essaie un peu mieux comprendre la situation de chacun et qu'on analyse la force du projet, du plan d'action qui a été mis en œuvre, mais aussi ses faiblesses, compte tenu du fait qu'à ce stade-là, par exemple, il n'y avait qu'une minorité d'agriculteurs qui arrivaient à être dans la zone verte. Donc, les débats tournaient autour de qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une majorité des agriculteurs du bassin soient plutôt
dans la zone verte et sur quoi est-ce qu'on pourrait agir pour qu'on arrive à ces changements-là. Et puis après, en haut à droite, il y a un travail aussi de communication plus large qui consiste à dire, bah, finalement, comment quel résultat on obtient? Donc là, je vous ai mis la quantité d'azote qu'il y a dans les sols. Je vous rappelle qu'on cherchait à être à moins de 60 et vous voyez qu'au fil des années, notamment à partir de 2017, on a arrivé à avoir régulièrement des résultats au-dessous de 60, donc ce qui montre qu'en 5 ans, finalement, on a réussi à faire de l'eau propre, au moins pour l'eau qui est émise à la sortie des champs, en attendant que ça se traduise par une eau de qualité au captage. Voilà, vue suivante, il y a une petite animation si ma mémoire est bonne. Voilà, on continue. Donc voilà l'exemple de Brinon, donc qui nous a permis, vous voyez, en 5 ans, de dérouler bien la méthode et de faire la preuve du concept, c'est-à-dire en disant que cette démarche que vous allez voir, qu'on qualifie de gestion adaptative à logique des résultats, outillé avec le tableau de bord proposé par Girardin et Hall en 2005, eh bien, avait fait la preuve de son efficacité, notamment dans ce captage-là. Et depuis, c'est une méthode qui a été testée ailleurs dans d'autres captages de Bourgogne, de Normandie et de Grand Est, par exemple. Alors, ce travail-là, ce n'était pas le premier qu'on avait testé. On l'avait déjà testé d'ailleurs dans le cadre d'un projet géré par l'ACTA qui s'appelait un projet Ambroisie, mais qui n'avait pas pu être mené au bout pour différentes raisons. Et vous voyez ici, on l'a testé dans plus d'une dizaine de situations avec des projets associés, soit à l'échelle de territoire comme Brinon, là, qui était financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'ANR POPSI, mais également donc sur des thèmes qui sont la santé, les problèmes de santé et des problèmes d'air avec l'ambroisie, les questions de gestion de l'azote, les questions de qualité d'eau, les questions de biodiversité et des questions de qualité des sols, santé des champs et d'itinéraire technique. Et ça a été fait à l'échelle de territoires comme à Brinon, mais également il y a eu des travaux aussi à l'échelle d'exploitation agricole, c'est-à-dire oui, voilà, d'exploitation agricole en termes d'unités. Voilà. Et notamment, on verra tout à l'heure, je vous donnerai des exemples de ce qu'on a fait dans le cadre du CASDAR outillage. Voilà, vue suivante, pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est cette méthode de gestion adaptative? Alors, la gestion adaptative, c'est quelque chose d'assez connu en, en, en sciences de gestion, parce que ce sont les démarches en boucle d'amélioration continue qu'en anglais, on appelle les démarches PDCA, c'est-à-dire Plan, Do, Check, Act. Donc, ce sont des méthodes itératives qui consistent à travailler de façon périodique suivant 4 étapes qu'on répète successivement. Et en se disant qu'avec ce genre de démarche, on améliore pas à pas la situation et que finalement, au bout d'un certain nombre de cycles, on est capable d'arriver à des innovations qui peuvent être en rupture, même si elles se font pas à pas. Et donc, notamment, il y a une synthèse qui vient d'être faite récemment par Jean-Marc Ménard, et ça va paraître dans l'année normalement, ça a été soumis, et ça consiste à dire que eh bien, on travaille avec des phases, chaque année avec des phases, avec une phase de diagnostic, une phase qu'il a appelée d'exploration pour parler anglais, une phase d'implementation, de mise en œuvre, et une phase d'assessment, d'évaluation. Et qu'en faisant tourner ce genre d'activité, eh bien, on arrive à des innovations assez importantes et on arrive à rendre les services que l'on cherche à rendre dans un certain nombre de cas, et comme ça a été le cas dans le cas de Brinon. Donc ça, pour Brinon, ça a été décrit par Lorraine Pro, avec qui on a travaillé, dans un papier qui est sorti en 2018, vue suivante. Et on a associé ça donc, dans les travaux à Brinon avec cette logique de résultat qui consiste à dire, peu importe la façon dont on y arrive, l'essentiel, c'est le résultat qu'on obtient. C'est-à-dire qu'à la limite, la question, ce n'est pas de faire appliquer des bonnes pratiques,
La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les résultats qu'on attend dans le champ soient obtenus et puis laissons faire l'agriculteur pour trouver les pratiques qui lui conviennent le mieux, sachant que l'essentiel, c'est qu'ils aboutissent au résultat. Et ça, on s'était appuyé sur des travaux faits par notamment, là je cite Fleury, mais c'était surtout Christine de Sainte-Marie qui avait travaillé ça sur la question de la biodiversité dans les prairies, où ils ont eu des résultats remarquables. Et par exemple, là, on a la citation d'un agriculteur qui dit la suivante, qui dit qu'il est emballé par cette logique du résultat, parce qu'il dit que par rapport à l'obligation de moyens, c'est-à-dire la notion de bonne pratique, l'obligation de résultat, plutôt que la contrainte des moyens au niveau agricole, ça change beaucoup. On ne nous donne pas de leçons sur nos façons de faire, et ça, pour nous, ça a été très positif. Et donc, quelque part, la logique du résultat, non seulement c'est efficace, mais c'est aussi très responsabilisant pour les agriculteurs. Donc, c'est pour ça, notamment, et pour d'autres raisons, qu'on a pris cette direction-là. Donc voilà, ce qu'on a expérimenté, c'est cette question de gestion adaptative qu'on a sur la gauche, et de considérer que l'innovation, c'est un processus et une organisation à gérer, et on l'a fait dans un cadre de logique de résultat, plutôt que de transfert de bonnes pratiques. Vue suivante. Et donc, si on traduit ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va le voir, je vais vous décliner un peu des éléments de méthode, suivant les 4 étapes de la boucle d'apprentissage, puisque finalement, un des intérêts de cette démarche, c'est de contribuer à l'apprentissage des acteurs qui sont impliqués, et en considérant que c'est grâce à cet apprentissage intensif qu'on va être inventif et qu'on va innover et qu'on va pouvoir aboutir à des changements profonds dans le territoire au point d'atteindre les résultats qu'on attend en matière de services rendus. Donc, pour l'exposer, j'ai traduit le Plan Do Check Act en concevoir, planifier, mettre en œuvre, observer, évaluer, analyser, apprendre. Et on va voir tout ça, on va voir des éléments de méthode rapidement. Donc, je vois l'heure qui tourne. Vue suivante. Donc, dans un premier temps, on va voir les 2 premières étapes, les méthodes autour des les étapes de conception, planification, mise en œuvre. Vue suivante. Ensuite, on verra la phase d'observation, d'évaluation, et enfin, on finira par la phase d'accompagnement des décideurs des territoires et des agriculteurs. Vue suivante. Alors, allons-y pour la première partie. Donc, je vais passer rapidement. Moi, j'aime bien ce que disent les gens pour la construction de projets territoriaux. Il y a notamment un bouquin qui s'appelle Les communs, qui est paru l'an dernier aux éditions Quae, qui dit des choses très intéressantes en matière de projet, et qui dit, par exemple, le projet territorial qui résulte d'un engagement des parties prenantes a vocation à être fondé sur une responsabilité orientée vers une finalité explicite. Donc, vous voyez, ils insistent de l'importance d'avoir une finalité explicite. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait, nous, avec la notion de résultat attendu et d'objectif de résultat. Et puis, voilà, j'ai repris un peu ce qu'a dit Fleury, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure. Aussi, alors pour construire les projets territoriaux et notamment des systèmes de culture, on avait travaillé dans le cadre du RMT système de culture à un guide que vous avez sur la gauche. On ne va pas développer. Vue suivante. Alors, je vais passer rapidement, mais la méthode pour travailler dans les captages d'eau potable, elle a été décrite de façon générique par notre collègue Claudine Ferranet, et donc qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parle du résultat à obtenir et qui construit le projet en fonction du résultat qu'on attend et non pas en fonction d'une amélioration du système actuel. Donc, un petit clic, s'il vous plaît. Et donc, il s'agit de répondre aux questions que je vous ai présentées tout à l'heure en commençant par les questions sur la qualité d'eau et en finissant sur celles sur les moyens, sur les pratiques. Donc, on part de résultats et on traduit ça à chaque fois par des objectifs concrets qui aboutissent aux indicateurs
avec donc les variables et les seuils que je vous ai montrés tout à l'heure à Brinon. On ne va pas développer plus ici. Ensuite, un autre clic, s'il vous plaît. Ensuite, on traduit, une fois qu'on a les variables, on traduit ça en général avec 2 indicateurs pour avoir un indicateur de réussite complète et un indicateur de réussite partielle, on va dire. Donc, c'est plus facile de travailler avec 2 niveaux d'indicateurs qu'un seul. Donc, il s'agit de mettre des indicateurs derrière toutes les variables, que ce soit celles de résultat ou celles de pratique. Vue suivante, pardon, ou clic suivant. Voilà. Et donc, il faut que ça soit des indicateurs simples, robustes et observables pour qu'on puisse communiquer facilement entre les acteurs. Et alors, oui, pour faire un clin d'œil à l'exposé précédent, Sister, par exemple, c'est dans cette étape de construction du projet qui peut servir, parce qu'en fait, les outils d'évaluation de type Sister, ils servent une fois que le scénario proposé par les acteurs est sur le métier, il sert à l'évaluer a priori, c'est-à-dire à savoir est-ce que sur le papier, il est prometteur. Donc, c'est le Sister comme outil d'évaluation, c'est dans cette première étape de la boucle qui peut être mobilisée. Vue suivante. Alors, quel est l'intérêt de construire, de traduire le projet choisi par les acteurs du territoire sous la forme de ces figurés que j'appelle des tableaux de bord? Et donc, vous voyez, les tableaux de bord, en résumé, ça traduit la logique d'action du projet. C'est-à-dire, c'est de dire quelles pratiques, par exemple, je vais mettre en place. Dans le schéma de milieu, vous voyez, par exemple, j'ai fait de façon schématique, on va mettre en place les pratiques A, les pratiques B, les pratiques C. Quel résultat on attend de ça? Eh bien, bien sûr, on attend le résultat final qui est le service qu'on veut rendre, mais en général, on le traduit avec des modèles conceptuels sous la forme de résultats intermédiaires. Par exemple, on dit que le résultat A, la pratique A, son objectif, c'est d'aboutir au résultat intermédiaire dit alpha, alors qu'on a un résultat de type bêta qui va, lui, être lié à une combinaison de pratiques entre les pratiques B et C. Et que c'est la combinaison, c'est pas si on obtient le résultat alpha et le résultat bêta qu'on estime qu'on pourra obtenir le résultat final. Donc, on formalise le projet de cette façon-là. Et le premier intérêt que ça a, ça, on l'a bien vu dans le projet outillage, donc géré par Terrinovia, c'est que ça permet de travailler différemment avec les agriculteurs. Et notamment, ça permet de se donner des objectifs de résultats. Par exemple, vous avez un travail sur l'itinéraire des colzas robustes dans le Berry par Terrinovia, où ils ont défini de façon assez précise à quoi correspond un beau champ de colza robuste. C'est-à-dire comment on reconnaît un champ colza robuste réussi. Donc là, vous voyez, là, c'est beaucoup plus concret. Vous avez un certain nombre de critères qui dit un colza robuste, ça se voit parce qu'il lève assez tôt, il lève avant le 31 août, par exemple. Il a une biomasse en entrée d'hiver qui est de plus de 60 grammes par plante. Il y a une biomasse totale au mètre carré qui est de plus d'1,5 kg par mètre carré. Et voilà. Et il y a un certain nombre d'autres caractéristiques. Donc, ça permet finalement d'orienter le conseil, on va le voir tout à l'heure, plutôt sur des critères de beau champ que de bonnes pratiques. Et donc, ça permet aussi de se focaliser l'ensemble des partenaires, donc en l'occurrence les partenaires, le groupe d'agriculteurs qui travaillent sur le sujet, de s'assurer qu'on est bien d'accord sur la feuille de route qui va servir à développer les expérimentations dans chacune des exploitations du réseau. Voilà, vue suivante. Voilà, donc ce que je vous expliquais, c'est qu'un des résultats d'outillage, c'est qu'on s'est rendu compte que formuler le projet sous la forme de cette arborescence, eh bien, ça permet de passer d'un conseil basé sur le beau champ et qui laisse finalement des marges de manœuvre aux agriculteurs, plutôt que de travailler qu'avec une feuille de route sur les bonnes pratiques
et de considérer que l'agriculteur ne doit qu'appliquer les bonnes pratiques qu'on lui commande. Donc ça change un peu la posture vis-à-vis de ces agriculteurs qui sont dans ces situations d'innovation. Voilà, je passe rapidement. Vue suivante. Alors ensuite, ça c'était l'étape de la conception et de la mise en œuvre. Passons maintenant à l'observation et l'évaluation. Donc qu'est-ce que ça consiste cette étape-là? Eh bien, ça consiste à aller voir dans les champs quel est le niveau des indicateurs qui sont dans le tableau de bord. Bien sûr, ça permettra de grouper tout ça et de voir globalement ce qui reste, ce que ça donne à l'échelle du territoire, mais ça permet aussi de discuter la réussite de chaque champ et finalement de comprendre ce qui se passe dans chaque champ. Voilà, là je vois mal. Hop, vous voyez toujours? J'ai mon écran qui me gêne un peu, excusez-moi. Oui, voilà. Et donc ça sert aussi à faire tout un travail d'animation auprès des agriculteurs locaux. Et donc notamment, il y a 2 moments clés qui sont faits dans ce travail dans les captages, notamment autour du nitrate, qui consistent à, en automne, dans la mesure où les agriculteurs ont choisi de développer des couverts, de réussir des couverts, c'est d'aller voir tout simplement quelle est l'allure des couverts et de se questionner avec les agriculteurs pour se poser la question: est-ce que les couverts sont bien en place et qu'est-ce qu'on peut estimer qu'on va avoir comme résultat compte tenu de l'état des champs et l'état des couverts en particulier. Donc ça, c'est un moment important qui permet de discuter de qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les causes de ça, qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça et quand les agriculteurs ne sont pas satisfaits de leur propre champ, de réfléchir de façon un peu collective à comment est-ce que l'année suivante, on pourrait réussir au lieu si on a raté cette année. Donc voilà, donc ça c'est un moment clé. Il y a un deuxième moment clé qui là ne se passe plus dans les champs, mais qui se passe lorsqu'on a les résultats à la fin de l'année, résultats d'azote dans le sol et d'azote dans les couverts, qui consiste à voir qu'est-ce que ça nous apprend, quels sont les champs dont la barre marron à droite est au-dessous du 60 kg, parce que c'est ça l'objectif. Se poser la question de combien on a piégé, ça c'est la barre en verte qui correspond à l'azote absorbé, NAPS, l'autre c'est le REH, reliquat entrée divers, et donc de réfléchir à si on avait piégé plus, si on avait piégé moins, eh bien, qu'est-ce qui serait passé au niveau du reliquat et qu'est-ce que ça nous apprend sur le fonctionnement du sol et autrement dit, comment, si je n'y suis pas arrivé cette année, je peux faire en sorte que l'année prochaine, mon champ soit à un faible niveau de reliquat, ce qui lui garantit des faibles pertes d'azote et une faible pollution en clair. Donc ça, c'est un deuxième moment où c'est un moment d'apprentissage, que ce soit pour les agriculteurs que pour les conseillers, et qui permet de préparer demain. Vue suivante. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire qu'il reste 3 minutes avant la fin du webinaire et que ça aurait été bien de garder un petit temps, de questions-réponses pour Oui, les très participants. vite Voilà, juste alors. voilà, s'il Donc vous plaît, après, je merci. voulais parler, on va passer les vues vite fait, sur la façon dont avec le comité de pilotage, les décideurs du projet et les agriculteurs, on fait le travail d'analyse approfondie et d'apprentissage pour essayer de comprendre où sont les goulots d'étranglement dans le projet tel qu'il a vécu. Vas-y, on passe à la vue suivante. Et donc ça, on le fait à partir de l'analyse des tableaux de bord qui sont renseignés avec les résultats de l'année à l'échelle du territoire. Donc vous voyez, quand on a une case en rouge, ça veut dire que c'est raté. La pratique n'a pas été assez développée. Quand c'est vert, ça veut dire que la pratique est là. Même chose pour le résultat. Et quand c'est orange, ça veut dire que c'est intermédiaire. Et donc là, il y a tout un travail d'analyse. Et au passage, la structure de ces tableaux de bord, finalement, c'est à ça que veut travailler notamment Arvalis dans le cadre de ses DAG. Donc l'idée, c'est que le DAG, ça serait un moyen pour construire ces schémas qui sont à l'origine des tableaux de bord en utilisant des méthodes de statistique. Voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais c'était pour faire un clin d'œil à l'exposé précédent.
Et donc voilà, vous avez par exemple ici, alors je n'ai pas le temps de détailler, ça ce sont des objectifs différents, il s'agit d'objectifs de biodiversité. Donc là, il s'agit d'une ferme INRAE dont l'objectif est d'accueillir des vanneaux UP et donc qui a mis en place, qui essaie d'obtenir des habitats dans ces prairies et dans ces cultures pour que ça attire le vanneau UP et qui met en place un certain nombre d'actions pour avoir ces habitats. Donc l'action, c'est ce qu'il y a en bas, les habitats, c'est ce qu'il y a au milieu avec la nidification et l'alimentation, et on a les populations de vanneaux. Et donc vous avez le résultat d'une année, de l'année 2022 pour Savano UP. Donc vous voyez, c'est pas toujours simple sur un exercice parce que vous voyez que le projet, bah, il y a beaucoup de rouge et d'orange, il y a un peu de vert dans les pratiques, mais pas dans les résultats. Donc autrement dit, ça veut dire que ça marche pas vraiment. Et donc l'idée, c'est que à partir de cette structure, c'est que ça va nous aider à réfléchir, à comprendre où sont les goulots d'étranglement dans ces systèmes, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, et est-ce que c'est parce qu'on n'a pas appliqué les pratiques comme prévu, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et donc vous imaginez les débats qu'il y a autour de ça. Et donc dans ce cas-là, par exemple, en effet, on n'y arrive pas du tout pour le moment. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour se donner toutes les chances d'y arriver? Donc voilà le travail qui est fait à cette étape-là. Je ne le détaille pas, vue suivante. Et puis après, il y a des travaux, par exemple, qui sont faits là, d'analyse, qui sont faits plutôt avec des agriculteurs, qui sont les travaux que je vous ai évoqués tout à l'heure. Là, je n'ai pas le temps de vous montrer que, par exemple, à Brinon, on a détecté au bout de quelques années que l'idée qui avait été au départ marchait bien chez les céréaliers, pour aller vite, mais marchait pas vraiment chez les éleveurs. Et c'est grâce à ce travail d'analyse et ces échecs que je souligne ici qu'on a pu faire un travail spécifique avec une partie des éleveurs et qui a donné des résultats très intéressants et très rapides. Voilà, je n'ai pas le temps de développer. Vue suivante. Donc, vous verrez dans le montage, je n'ai pas le temps, on peut faire un certain nombre de recommandations en matière d'accompagnement des agriculteurs, mais je ne vais pas le détailler parce que on n'a pas le temps. On va plutôt passer à la conclusion. Et on viendra sur cet aspect d'accompagnement stratégique des agriculteurs, si vous le voulez, dans les questions. Donc, en résumé, ce que je voulais souligner au cours de cet exposé, c'est que l'innovation en territoire, pour nous, c'est un processus de changement plutôt qu'un processus d'appropriation et de transfert, et plutôt qu'une question de simple technologie. Donc, je voulais insister sur le fait qu'un territoire, ce n'est pas seulement de l'espace, c'est aussi un territoire, ça a une histoire, et un territoire, ce sont aussi des acteurs, et des acteurs qui, en général, sont variés. La réussite de ces projets communs, comme l'a souligné Sigrid Aubert, elle dépend souvent du dialogue qu'on est capable d'instaurer entre eux, de la coopération territoriale, de ce qu'on appelle aussi la tension féconde entre les gens intéressés par le service, comme par exemple des gens qui veulent de l'eau de qualité, et des gens influents, par exemple des agriculteurs dont les pratiques sont déterminantes sur cette qualité d'eau. Donc, je vous ai présenté les méthodes de gestion adaptative à logique des résultats, outillées par le tableau de bord, en essayant de vous montrer, mais j'ai été trop rapide, que le tableau de bord finalement est un outil intéressant parce qu'il est utile à 3 des 4 étapes de la boucle d'apprentissage. Et je voulais vous dire qu'on continuait à essayer d'améliorer cette méthode et de la rendre le plus générique possible, notamment avec des projets qui sont toujours en cours, et un projet d'ailleurs qui, s'il est accepté, nous permettra de travailler sur les dagues du côté de la Bretagne. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on prenne peut-être quelques minutes quand même pour répondre, pour prendre quelques questions. J'avais noté Swazik Rouget de l'ITAB qui avait 2 questions. Swazik, n'hésite pas à prendre la parole si tu es encore avec nous. Ah, super. Oui, donc c'était sur l'exemple du bassin de captage, enfin de l'aire de captage dans l'Yonne.
Merci pour ces éléments de méthodo, je trouve ça intéressant. J'avais en complément une question sur les contradictions qui sont propres à chaque personne dans ces démarches-là. C'est-à-dire que, par exemple, j'aspire à participer à moins de nitrates dans l'eau de mon territoire, mais les pratiques qui permettraient de faire cela sont en contradiction. Par exemple, vont pas me permettre de dégager le revenu objectif que j'ai par ailleurs. Et donc quand vous avez ce genre de situation, si vous les avez rencontrées, comment vous les avez traitées? Et par ailleurs, est-ce que vous avez été, confrontés à des situations de déni ou refus? C'est-à-dire des gens qui remettent en cause éventuellement, la cause des fuites d'azote ou, les leviers que vous proposez ou qui sont, on va dire, communément, accepter, les gens qui, refusent de rentrer dans la démarche, en ne participant pas aux réunions ou en ne changeant pas de pratique. Merci. C'est 2 choses, oui, 2 choses différentes. Alors, heu, alors il faut bien imaginer la situation. On n'est pas dans une réunion dans une préfecture, on est dans un travail très local. 2000 hectares, c'est tout petit et ça se fait, localement dans une des communes, enfin les rencontres se font en général dans une des communes du captage et donc lorsque, par exemple, il y a des menaces, d'être obligé de distribuer de l'eau en bouteille à tous les habitants concernés, plusieurs milliers, parce que l'eau est de mauvaise qualité, là, il y a des choses très concrètes. Alors, ça n'empêche pas certaines personnes de contester ce genre de choses, mais quand on est dans des problèmes concrets et qui concernent ses voisins, c'est plus facile d'impliquer, de se sentir impliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une adhésion à 100%. Mais en l'occurrence là, il y a eu une dynamique qui a une adhésion forte, mais pas générale. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Parce qu'encore une fois, c'est pas un individu qu'on veut convaincre, c'est des dizaines d'individus. Donc ce ne sont pas les mêmes processus. Alors j'ai donc ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour penser, multicritères, c'est-à-dire qualité d'eau et revenus? Alors là, ça a été très simple, les agriculteurs nous ont énormément aidés. Ils nous ont dit: «Vous, les ingénieurs, on va dire, expliquez-nous comment ça fonctionne la qualité d'eau, regardez, allez faire des mesures dans nos champs pour voir si on fait de l'eau de qualité. Vous occupez pas d'économie. Nous, on s'en occupe. Et si il y a à un moment donné des choses qui vont à l'encontre de notre revenu, on sonnera l'alarme, on est là pour ça. Donc nous, on prend en charge l'évaluation économique, vous prenez en charge l'évaluation environnementale». Et finalement, ça s'est très bien passé. Alors, je ne vous passe pas les détails, mais donc, on s'est centré sur deux choses-là, mais les agriculteurs ont dit: «On n'a pas besoin de vous pour évaluer l'impact économique des solutions qui sortent là-dedans». Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce que personne n'a dicté les bonnes pratiques aux agriculteurs. Ce sont les agriculteurs qui ont proposé des pratiques et les gens comme nous, notre seul rôle, ça a été de dire, on a fait un petit peu d'évaluation et on a dit: «Ce que vous proposez là, ça nous semble tenir la route». Et donc, on leur a dit: «Nous, on croit que si vous mettez ça en place, ce que vous proposez, ça marchera». Voilà, donc c'est l'avis qu'on a donné. Au passage, on s'était un peu trompé, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie des processus. Mais, dans la mesure où ce sont eux qui ont proposé, l'idée étant la leur, vous comprenez bien que la posture peut pas être la même. C'est pas quelque chose qu'on essaie de l'imposer, c'est pas quelque chose qu'on leur demande de s'approprier. C'est eux qui ont choisi. Donc, vous voyez, le fait qu'ils aient été concepteurs, co-concepteurs des pratiques font que ce ne sont pas les pratiques des autres qu'il faut adopter, qu'on leur fait adopter. Ce sont les pratiques qui collectivement ont choisi. Alors, je pourrais vous parler du processus collectif qu'il y a eu, qu'ils ont choisi collectivement et qui s'engagent, donc, qui sont engagés à mettre en place. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été simple, que tout le monde l'a fait, que
Il y a pas eu, il y a eu, voilà. Mais vous voyez la posture, on n'est pas du tout dans appliquer les bonnes pratiques que un super expert dans son bureau d'études a établi. Il ne s'agit pas du tout de ça. Mais voilà. Mais ça veut dire qu'ils ont vraiment choisi, c'est-à-dire ils ont refusé des choses. Il y a des choses qu'ils leur ont suggérées, ils nous ont dit ça, c'est pas question. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que il y a encore des questions? Non? Du coup, je vous propose, de conclure, ce séminaire, rapidement de manière à libérer, tout le monde avec, quelques minutes de retard. Hop. Donc voilà, aujourd'hui, c'était notre premier webinaire sur la question du territoire. Ce qui est intéressant, c'est en effet de voir que les interventions de Stéphane Jézéquel d'Arvalis et de Raymond Rau se répondent, hein. On commence en termes de langage commun, on peut se dire qu'on commence à avoir une définition du mot territoire, hein. On voit bien que c'est pas que comment dire, des composantes de paysage qui comptent, mais la dimension des acteurs est importante, que c'est pas que des acteurs de la filière, que c'est aussi les collectivités territoriales et la société civile qu'elle représente. On retrouve aussi la notion d'acteur influent et intéressé qui fait beaucoup écho à la démarche d'évaluation d'impact qu'on travaille aussi dans les instituts, qui est pilotée par l'ACTA. Donc voilà, je trouve que c'est une base très intéressante pour démarrer. Donc je vous remercie tous d'avoir été présents à ce webinaire. Alors, en ce qui concerne les prochaines dates des webinaires, alors je vais essayer juste de partager mon écran pour que vous rejetez ça. Donc, on a 2 prochaines dates qui ne sont pas encore calées précisément. Donc, on aura un premier webinaire en septembre-octobre dans lequel on aura l'intervention de Jean-Marc Ménard d'INRAE et de Clotilde Rouillon d'Arvalis. Donc, Jean-Marc présentera ce dont a parlé tout à l'heure Raymond Rau, notamment sur le diagnostic du système socio-technique et donc les concepts associés à ce système socio-technique, appliqués dans un projet qui s'appelle Divers Impact, dans lequel est aussi impliquée Clotilde Rouillon. Et puis, un troisième webinaire en novembre-décembre 2023, donc dans lequel Véronique Lucas d'INRAE viendra faire une présentation et Caroline Evra-Georgel d'IDEL viendra présenter le projet Reine Mathilde. Donc voilà, et je vous ai laissé un petit lien dans la conversation avec 3 questions, c'est très rapide. Voilà, n'hésitez pas à répondre, à nous faire des retours. Voilà, l'idée, c'est d'évaluer un petit peu votre satisfaction à chaud et comme c'est notre premier webinaire, surtout qu'on s'améliore pour les fois d'après. Donc désolée, c'était voilà, notre premier essai. Il y a eu quelques petits ratés, mais voilà, l'idée, c'est qu'on s'améliore à chaque fois. En tout cas, merci encore à tous pour votre participation et au prochain webinaire, j'espère. Et merci à mes collègues d'avoir préparé ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.